Bon frérot, j'ai pas été 100% honnête avec toi. Et pas seulement moi, mais aussi la plupart des mangaka que tu lis aujourd'hui. Et plus troublant encore, on te ment pour ton bien et on fait en sorte de bien le cacher pour que tu doutes absolument de rien. Maintenant, tu me connais bien, il y a une raison derrière et elle est plus importante que tu le penses. Sinon, bon, on s'amuserait pas à le faire tout simplement. Cette raison, elle est même essentielle en vérité. Alors maintenant, question, voici une page d'un manga, y a rien qui te choque. Alors en fait, à première vue, c'est beau, ça se lit bien, on comprend tout, c'est fluide. Mais en réalité, il y a quelque chose d'invisible qui se joue là. Et qu'on saurait pas forcément expliquer au premier coup d'œil. Qu'est-ce qui fait que ça marche et pas ça par exemple? Pourquoi Boruto et Chainsaw Man c'est si agréable à lire? Et même en réalité bien d'autres. Et bah en fait l'auteur utilise des stratagèmes diablement efficaces pour te faire regarder exactement où il a envie que tu ailles. Et ça bah ça apporte au lecteur de la clarté à l'histoire et dans le déroulé des événements. Mais c'est aussi assez difficile pour un lecteur lambda de conscientiser tout ça. Et ça si tu le sais pas, bah tu passes à côté sans te poser de questions et c'est même assez inconscient et subtil dans ta lecture. Pourtant c'est clairement une forme de manipulation en fait. Tromperie, trahison, mensonge. Bon ok, j'en fais peut-être un peu trop. En tout cas, bah on va voir tout ce que les mangaka te cachent lorsque tu ouvres ton petit manga préféré, et moi y compris, hein. Et comme ça, bah t'auras une meilleure idée des backstage de la création d'un manga. Alors pause, le mot important à retenir pour la suite de la vidéo, c'est le flux de lecture. Bon, ça fait 3 mots, hein, mais c'est ma vidéo, j'ai le droit. En tout cas, garde bien ça en tête pour la suite, on y reviendra. Parlons un peu de Sakamoto Days, tiens, quel merveilleux manga. Et j'en ai pas encore parlé sur la chaîne en plus. Alors, ceci étant dit, rendons-lui hommage, car dans le cadre de cette vidéo, il va nous servir de cobaye. Il y a un truc qui m'a toujours frappé quand je joue ce manga, et c'est pas anodin parce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les mangas. C'est ces fameuses bandes verticales et horizontales là entre les cases, tu les vois? Ces bandes, elles sont particulières parce que leur taille change, et je vais te laisser 3 secondes pour essayer de deviner pourquoi elles changent. En fait, la largeur de tes bandes influence la vitesse de lecture de tes cases entre elles, et ça c'est fort. Ça veut dire que ton mangaka préféré, il arrive à te donner un sentiment de vitesse entre tes cases alors même que tu regardes des images statiques. Ça c'est incroyable quand même. Alors maintenant, il utilise pas que cette astuce pour arriver à te faire ressentir cette impression de vitesse. On connaît tous les fameuses lignes de force qui sont utilisées par exemple dans Dragon Ball et qui rajoutent pas mal de rythme dans des scènes d'action. On n'y fait pas forcément attention, mais elles sont pas là pour rien. C'est encore une petite triche de l'auteur pour te faire croire qu'il y a un mouvement très rapide. Et on est loin d'avoir terminé. Je crois que le pire c'est que au-delà de te faire ressentir de la vitesse, on va aussi te montrer des choses complètement invraisemblables et qui n'ont même aucun sens quand on y réfléchit. Tiens, par exemple dans Dan Da Dan, on a parfois au sein des bulles des personnages chibi associés à nos personnages qui font une expression parfois totalement différente des mêmes personnages dans la case dessinée. On pourrait se dire que ça a aucun sens, mais pourtant c'est un choix délibéré de l'auteur pour apporter un peu plus de diversité aux émotions des dialogues, et ça c'est ultra intéressant. Au final, tu vois que même au niveau des bulles, on joue avec ton cerveau pour te faire aller exactement là où on a envie, et j'ai même envie d'aller plus loin. On guide clairement tes yeux pour aller chercher certaines cases dans tel ordre à tel moment, à l'aide de ces bulles et leur placement. Et ouais, on les place pas au hasard ces bulles, mon salaud. Et ça, on le fait dans un but très précis, introduire le flux de lecture, je t'en avais parlé. Tu te souviens au début de la vidéo, on a abordé ce terme-là. Bon, c'est bien beau, mais ça veut dire quoi concrètement? Quand j'étais petit, je devais tenir la main à ma mère. Alors oui, t'es en train de te dire, mais il raconte quoi ce connard? Ça n'a rien à voir avec la vidéo. Et c'est là que tu te trompes, mon ami, parce que c'est justement ce que l'auteur est en train de faire avec le flux de lecture. En quelque sorte, il te tient la main pour t'amener exactement où est-ce qu'il a envie que tu ailles. Donc, en des termes très simples, ton flux de lecture, c'est la façon dont ton regard va être guidé au sein d'une page à travers des cases. Ce terme-là, il est essentiel pour comprendre que dans une page, les cases n'ont pas la même importance et l'auteur t'accompagne tout au long de la lecture. À travers le placement des cases, des éléments au sein de ces cases et des bulles pour guider ta lecture dans un premier temps pour pas que tu te perdes dans un océan de cases où tu sais pas quelle case regarder en premier. Et je suis persuadé que ça t'est déjà arrivé et que t'étais perdu. Ouais, dans certains mangas, on sait pas où aller parce qu'on sait pas où est le sens de lecture à cause d'un mauvais découpage. Et dans un second temps, le flux de lecture est là pour apporter une clarté visuelle et une lecture intuitive et agréable. Ça va vraiment de pair avec ce que j'ai dit juste avant en fait. Donc c'est clairement une forme de manipulation, on peut le dire. On est un peu en train de mindfuck ton cerveau à chaque fois que tu ouvres une page en fait. Tiens, par exemple, c'est un truc que j'ai remarqué dans pas mal de mangas. Tu savais que parfois les personnages changent complètement de sens ou pire se retrouvent à des endroits limite aléatoires dans certaines cases par rapport à d'autres. Alors en fait, on pourrait penser que l'auteur est un peu teubé et qu'il a des légers soucis de localisation, ce qui peut être le cas. On dort pas très bien, alors on n'est pas de ouf attentif. Je sens que je vais me faire détruire par la communauté mangaka moi. Bon, plus sérieusement, on fait pas vraiment ça de manière aléatoire. Toujours dans un souci de clarté, je vais choisir délibérément de déplacer un personnage à tel ou tel endroit pour soit aider la mise en scène, soit aider le flux de lecture, ou soit parce que effectivement j'ai pas bien dormi et je fais de la merde. Bon, je t'assure que dans la plupart des cas on fait ça de manière volontaire. Tiens, parfois même on fait légèrement pivoter des personnages pour certains angles spécifiques. Tiens, par exemple sur cette page de mon prochain manga court Hell Invaders, lien de mon instant en bio si tu peux en savoir plus. Si j'avais voulu faire parfaitement le personnage regardant la feuille dans le point de vue que j'ai choisi pour cette page, on verrait quasiment pas son visage en réalité. Mais moi j'ai envie de montrer son expression, donc qu'est-ce que je fais? Je joue un peu sur le 3/4 du personnage pour qu'il soit légèrement visible de profil et qu'on distingue quand même ses yeux
et son expression. C'est du détail, hein, mais ça aide vraiment à la lecture et à donner un peu de richesse à tes personnages, de l'immersion, et des exemples comme ça, bah il y en a plein. On le fait d'ailleurs même pour les ombrages, hein. Par exemple, certains mangaka vont faire un type d'ombre sur un plan donné, puis dans un autre plan, ils vont complètement changer le placement de cette ombre, et faire parfois tout l'inverse. Mais ils font ça justement pour créer un peu de dynamique, des ombres agréables, ou en contraste par exemple avec une scène ou un personnage opposé. C'est pour ça que certains personnages ont des ombres très marquées, alors que la scène n'est pas du tout adaptée, ou la luminosité est complètement inappropriée. Tiens, comme dans One Punch Man par exemple, qui s'amuse à beaucoup faire ça avec Saitama. Et personne ne remettra en doute le génie du dessinateur, alors je prends pas de risque en disant ça, mais ça rajoute vraiment clairement des effets. Tiens, sur cette case de Saitama par exemple, avec des ombres sur son visage, ça donne tout de suite ce côté sérieux qu'on connaît bien chez lui lorsqu'il se met vraiment, tu sais, en mode combat, et c'est trop bien. Alors hop, pause, et si on parlait un peu de perspective? Ouais, je sais, vous allez râler, c'est chiant, c'est long, la perspective, c'est compliqué, mais je vous assure qu'on va faire simple pour cette fois, parce que j'ai envie de vous parler d'un truc que j'ai remarqué chez pas mal de mangaka, et qui est assez stylé pour pas dire frauduleux. Alors je vous assure, hein, ça reste très stylé, mais en fait, même en perspective, on se fout un peu de votre gueule. Alors attention, hein, toujours pour la bonne cause, c'est pour votre bien qu'on fait ça, parce que ça apporte vraiment des effets intéressants sur l'histoire. Et j'ai un exemple tout trouvé pour ça, j'ai nommé l'attaque des titans. Bon, il y a beaucoup de gens qui critiquent le dessin de Isayama à tort, parce qu'il est beaucoup trop fort, et mon avis est universel, j'ai raison. Mais aussi pour des échelles de perspective. Je m'explique. Pour une même scène avec un même titan, le bout va d'une scène à l'autre paraître beaucoup plus gros que dans une autre. Et ça, c'est un peu chelou quand même, hein. C'est notamment le cas pour le titan colossal qui, sur une scène, a l'air énormissime, et sur d'autres, tout petit. C'est en réalité voulu par l'auteur pour aider à la lecture et à la mise en scène. C'est quand même plus intéressant de faire un titan beaucoup plus gigantesque qu'il n'y paraît lorsque tu veux montrer ce sentiment de supériorité du titan par rapport aux humains et leur sentiment d'impuissance. Maintenant, si tu prends une autre scène où le titan colossal se bat contre un plus petit titan, c'est beaucoup plus intéressant de les mettre à une échelle plus ou moins similaire. Et ça, c'est la même chose pour les démons à queue, par exemple dans Naruto, ou les kaiju dans Kaiju numéro 8, et bien d'autres encore. En fait, on fait volontairement exprès de changer les tailles pour aider à raconter ce qu'on veut raconter, et aussi aider au flux de lecture, pour certains cas. Alors attention, qui dit perspective dit aussi effets de profondeur qui sont différents, et ça, tu dois bien le connaître, que tu sois ou non mangaka apprenti ou lecteur occasionnel. T'as forcément déjà dû le remarquer au moins une fois sur du Naruto ou du My Hero Academia par exemple, et d'autres gros mangas bien shonen où ça revient souvent. Indice, cette page. Alors y a rien qui te choque par hasard? Non mais sérieusement, regarde-moi la taille de cette main. On est d'accord, elle paraît énorme quand même. On est vraiment sur une main assez démesurée, et ça c'est pas juste un effet fisheye, hein. C'est une déformation qui aide à séparer les éléments du personnage et les plans au sein même de ce personnage. Ça permet vraiment de le faire ressortir et créer un sentiment de profondeur. Ça peut te filer le tournis quand c'est mal fait, mais quand c'est très bien fait, c'est super stylé. Et en plus de ça, on a une mise en avant de ton personnage préféré aussi. Ça renforce sa présence et son identité. On y croit davantage. Non mais sérieusement, regarde-moi ça, c'est de toute beauté. Et tu peux même ajouter avec ça le surplomb des personnages par-dessus les cases, et là t'as une masterclass. Toutes ces choses en réalité, elles sont assez inconscientes, mais elles participent à l'expérience du lecteur. Ça permet vraiment d'apporter, tu sais, cette lisibilité, ce dynamisme, et aider au récit. Bon, il y a un truc aussi que j'ai remarqué dans pas mal de mangas, c'est un peu chelou si t'as pas l'habitude de lire du manga, mais c'est vraiment récurrent. C'est, tu sais, ce blanc là laissé derrière les personnages dans certaines cases. Alors c'est assez particulier, hein, parce qu'on s'attend à ce qu'un personnage soit entouré d'un décor, ça fait sens, non? Alors pourquoi un tel choix? Bon, à cette question, j'ai plusieurs hypothèses, et la première est assez évidente. Alors petit contexte, tu es un jeune mangaka qui s'appelle Tanaka, me demande pas pourquoi j'adore ce prénom japonais, et ça y est, t'as enfin la chance de produire ton premier one-shot dans un magazine de prépublication, c'est génial. T'es tout content, tu vas enfin pouvoir commencer à toucher un peu du doigt ce rêve qui paraissait si lointain. Alors tu commences à te mettre au boulot. Maintenant frérot, on va se dire la vérité, t'es tout seul, t'as juste 1 à 2 semaines pour pondre 15 à 30 pages, c'est la première fois que tu fais ça, hein, donc t'es assez désemparé en réalité, et t'as un maximum de pression. Alors frérot, pas le choix, hein, va falloir faire des concessions, tu seras forcément obligé. Alors maintenant, pour répondre à la question de comment on fait pour s'adapter, déjà il faut se poser la question, qu'est-ce qui prédomine dans un manga? Entre autres, quels éléments sont les plus importants et doivent être mis en priorité dans le récit? Bon, je suis sûr que t'as trouvé, hein, mais effectivement, c'est bien les personnages. Un décor, bon, c'est pas grave, hein, tu peux l'utiliser avec parcimonie pour situer chaque nouvelle scène et pas t'embêter à la refaire pour chaque case. Par contre, les personnages, mon frérot, eux sont primordiaux. Alors c'est pour ça, d'une part, que certaines cases sont vides au niveau des décors, mais ça rajoute aussi des effets assez intéressants en plus qu'on n'abordera pas ici, hein, parce que sinon ça serait beaucoup trop complexe et trop long. Cela dit, on ne va pas s'arrêter là, hein. On va pousser encore plus loin la réflexion, parce que tes personnages, tu peux t'amuser avec, hein, pour les faire plus ou moins ressortir ou guider le regard du lecteur sur eux ou sur d'autres personnages avec lesquels ils ont des interactions dans des cases. Et ce, en utilisant les mêmes stratagèmes de mangaka pour jouer sur notre perception. Tiens, par exemple, t'as déjà observé comment les dessins de Shujin X ou Tokyo Ghoul sont extrêmement lisibles, alors que pour autant, c'est très sombre. Il y a beaucoup de noir, c'est assez obscur, et on pourrait penser que c'est assez difficile d'accès en vérité pour l'œil du lecteur inconscient qui se jetterait dedans sans le savoir, non? Alors pour répondre à cette question, petite parenthèse
parenthèse, parlons un peu de trame, tiens. Au-delà de l'histoire, du découpage, du flux de lecture ou de l'aspect visuel, la trame va jouer comme un facteur assez important sur la lisibilité d'un manga. Et alors là, je suis extrêmement bien placé pour le savoir parce que ça fait des années que j'en ai jamais utilisé sur mes planches. Et disons que, sans trop être méchant envers mon propre travail, bah mes planches à l'époque étaient assez illisibles et deuxièmement dégueulasses. Parce qu'il n'y a pas ce côté manga papier qu'on retrouve chez tous les mangas qui en utilisent systématiquement. Et ça serait très con pour toi de décider de t'en affranchir maintenant. Bon, c'est bien beau tout ça, mais c'est quoi la trame exactement? Bon, pour la faire courte, ce sont des motifs rajoutés par-dessus tes planches ancrées pour rajouter des effets divers à ton dessin et à ton histoire. Ça peut être pour juste rajouter de l'ombre, de la texture, notamment pour tout ce qui est texture de matériaux, c'est très intéressant à utiliser. Et il en existe de plein de sortes, mais en général, le plus courant est sous forme de petits points noirs, tu sais. Alors maintenant, pourquoi des points noirs et pas un remplissage normal? Et figure-toi que ça permet de pas mal économiser d'encre lors de l'impression, mine de rien. Car qui dit points espacés entre eux dit plus d'espace blanc et moins d'encre utilisée, c'est génial. Et alors ce qui est bien, c'est que de loin, la différence elle est quand même assez minime entre un remplissage sans trame et avec trame. Alors dis-toi que du coup, si tu maîtrises le dosage des trames, tu peux littéralement économiser de la thune. Et ça c'est fort quand même. Alors pour tous les mangaka qui regardent cette vidéo, bouffez des trames, nom de Dieu. Alors maintenant, tes trames, elles ont un super pouvoir en plus. Ce super pouvoir te permet de compenser ton manque de clarté visuelle, tes lacunes en découpage et même ton niveau de dessin si tu les maîtrises à la perfection. Et ça, on va pas se mentir, c'est plutôt stylé, non? Et c'est ces raisons qui font qu'elles sont beaucoup utilisées par les mangaka pour masquer leurs potentiels défauts. Tiens, si je te montre ça et maintenant ça, tu vois tout de suite la différence, non? Alors la seconde est meilleure, mais c'est quoi ce fameux secret alors? Qu'est-ce qui fait qu'elle est meilleure? Alors déjà, au-delà de l'aspect esthétique, la trame te permet de renforcer les volumes et c'est très intéressant, notamment sur des personnages musclés, mais pas que. En fait, ça permet surtout de faire ressortir les personnages et les éléments entre eux. Si sur cette page, le perso ressort autant, c'est parce que nous autres mangaka, on applique une trame sur le personnage par rapport au fond blanc. Et bim, la magie opère, c'est extrêmement lisible, tout est bien contrasté et délimité. On arrive donc bien à identifier chaque élément de la page grâce à cet outil magique qui, une fois maîtrisé, permet des compositions ultra bien dosées. Et c'est un des petits trucs qui fait que quand on ouvre un manga, on a l'impression de lire un manga et pas autre chose. La composition et le contraste font partie intégrante du processus créatif. Et t'y penses pas forcément en tant que lecteur, et nous autres mangaka en plus on fait en sorte que t'es même pas à te poser ce genre de questions non plus. En tout cas c'est vraiment propre au manga classique, même si beaucoup l'utilisent aussi en BD, notamment en comics. Mais ça nous intéresse pas trop ça, revenons plutôt à cette histoire de trame, parce que pourquoi c'est autant utile pour notre flux de lecture? On y revient encore. Et parce que notre œil a tendance à se concentrer sur les éléments noirs dans une page de manga. Qu'est-ce que ça implique? Eh bien tout simplement parce que en tant que mangaka on va aussi jouer sur des contrastes et des nuances de noir pour justement diriger le regard exactement là où on a envie qu'il aille. Et au final il y a tellement d'astuces et d'outils à notre disposition pour guider le regard du lecteur, et encore on a effleuré qu'une partie. C'est extrêmement vaste et plus complexe qu'il n'y paraît. En tout cas en tant qu'apprenti mangaka ou peut-être simplement lecteur qui a envie de s'essayer au manga en partant de zéro, les notions qu'on a abordées elles sont cool mais c'est beaucoup plus délicat à mettre en place pour toi. Enfin à moins de mettre plusieurs années à pratiquer ces notions jusqu'à être bon. Et même si tu décides de claquer 5000 balles dans une école ou une formation spécialisée manga, malheureusement la réalité des écoles de manga en France c'est qu'elles ont des intervenants qui n'ont pas forcément une connaissance ultime du manga. Et là tu te prends un peu une petite tarte, toi qui voulais rejoindre une grande école de manga, et je suis désolé de te refroidir mais c'est la réalité des écoles d'art en France. Mais ne t'inquiète pas, le sensei est là. J'ai créé un assez gros groupe Discord avec plus d'une centaine de mangaka qui se poussent tous vers le haut pour devenir les prochains piliers du manga français. Dans ce Discord tu trouveras autant des mangaka ultra chauds, dont certains qui ont déjà une expérience éditoriale, tout comme des mangaka débutants, et tout le monde s'entraide. Non sérieusement, c'est vraiment un véritable tremplin pour toi qui peut-être avance tout seul depuis trop longtemps et qui sait vraiment pas dans quelle direction aller. Et je t'avoue, j'ai été comme toi, ça me brûlait le ventre, j'avais la dalle, j'attendais que ça d'apprendre, mais les informations elles étaient quand même assez bien cachées, si bien cachées que ça m'a demandé des années de pratique et d'études pour arriver à le trouver ce putain de chemin. Et cette direction à prendre, je te la donne avec ces 16 heures de conférences exclusives avec moi chaque mois où je t'apprends à faire un manga. Ça fait 7 ans que je forme des jeunes mangaka pour leur donner un chemin pour être édité un jour, donc je sais un peu de quoi je parle. Alors y a pas que ça, on fait aussi des analyses de planches avec des mangaka et des intervenants qui livrent leur expérience exclusive, et ce pour tout niveau. En gros, une véritable école de manga avec des mecs qui font vraiment du manga. Non sérieusement, j'aurais tout donné pour avoir cette chance quand j'étais au collège lycée et que personne voulait m'aider à part ces 3 livres qui se battent en duel, tu sais. Malheureusement, 3 livres, c'est pas suffisant pour progresser vraiment. Non, dis-toi que je crois vraiment tellement en ce Discord parce que moi aussi je l'utilise personnellement. Alors pour être parfaitement honnête, je demande à tout le monde de m'exploser dans les analyses de planches et j'adore ça. Mais c'est pareil dans mes dossiers éditoriaux et mes découpages, et putain ça marche. Non sérieusement, mon niveau il a jamais été aussi bon depuis que j'ai créé cette école de manga. Et cette école, j'ai fait en sorte que tu puisses aussi en bénéficier. Maintenant tu t'en doutes, pour tout ce que j'ambitionne de faire sur la chaîne et plus tard, cette école de manga elle est accessible par
par abonnement. Alors là, je te parle pas de 100 € par mois, hein, ni 60 ou 40. Non, non, je te parle de 9,99. Et ouais, je sais, on va me taper sur les doigts, c'est ridiculement peu comme tarif pour tout ce qu'il y a dedans et pour la valeur que j'essaye de vous donner. Alors je suis d'accord avec toi, hein, mais j'ai envie d'aider vraiment un maximum de monde et je sais très bien que quand t'es au collège, lycée, t'as pas un budget illimité. Donc on reste sur du 9,99. Alors maintenant les frérots, pour les plus motivés, et je sais qu'il y en a, c'est maintenant ou jamais. Je te l'ai dit et redit, mais je pense vraiment sincèrement qu'ensemble on peut changer le manga game français, putain. Alors maintenant, bah si tu penses comme moi, lien dans la description, il est grand temps de devenir mangaka et aller les chercher ces putains de maisons d'édition qui nous font tant rêver. N'oublie pas que t'as toujours aussi dans la description les 3 livres pour apprendre le manga. Et n'hésite pas aussi à faire un tour sur mon Insta et mon TikTok si tu veux découvrir du contenu exclusif sur mon manga. Et nous, d'ici là, on se dit à la prochaine et surtout, n'arrête jamais de dessiner. Allez, bisous.